ils n'ont pas su cette fois-ci nous protéger ni contre la pandémie sanitaire, ni contre la pandémie financière. Donc, ils doivent partir. Mais est-ce qu'il faut dire dégage, dégage? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut que nous nous qualifions pour les remplacer et les remplacer très vite pour que ce ne soient pas des gens de ce système qui a été entretenu, qui prennent leur place et qui, sous de belles paroles, fassent à peu près la même chose avec la même orientation qu'eux. Maintenant, nous allons donc laisser la parole à nos deux invités. Jacques, je t'en prie, présente-nous les alternatives que tu proposes et ta vision à long terme, court ou moyen terme. Oui, bonjour à tous. Je voudrais commencer par dire qu'on est aujourd'hui le 8 mai et que le 8 mai 1945, c'était la victoire contre le nazisme. Donc c'est le 75e anniversaire aujourd'hui. Depuis cette victoire, rien n'a réellement été fait pour créer les bases d'un monde meilleur, d'un monde plus humain. C'est le modèle financier mondial qui a été adopté, qui a continué à être adopté, avec le dévoiement de l'idée initiale de Bretton Woods et des Nations Unies, et qui a été adopté et adapté en France. C'est un système où la dette crée la dette au profit d'un cartel de créanciers qui s'arroge le pouvoir et impose aux autres ce que certains appellent un statut de péonnage, comme les péons dans les grandes propriétés d'Amérique du Sud, qui s'endettent chaque fois davantage et remboursent leurs dettes avec de la dette. Donc c'est un système de pouvoir et de pouvoir politique. Il faut savoir par rapport à ce pouvoir d'où on part et des principes. La dette, c'est le remboursement d'un prêt contracté par un débiteur envers un créancier et exprimé en monnaie. Ça, c'est le point que d'habitude on ne souligne pas assez. Alors, 5 choses à dire. Dans toute l'histoire humaine, il a été établi que la dette ne doit pas menacer d'effacer le principe d'humanité. Et l'endettement lui-même, il a été constaté, crée un rapport de force qui devient, s'il continue à évoluer sans limite, autodestructeur et qui s'entretient lui-même. L'unique moyen d'éviter une destruction, c'est le deuxième point, de l'économie et d'une explosion sociale, est d'effacer les dettes périodiquement. Donc l'argent n'est pas sacré, c'est la vie humaine qu'il est. Le troisième point, c'est le vrai problème de la dette n'est donc pas son remboursement, mais ce pourquoi elle a été contractée. Pourquoi il y a eu dette? Est-ce que le crédit donne les moyens aux débiteurs réellement de rembourser ou exige qu'ils s'endettent chaque fois encore davantage? Et David Graeber, dans son livre 500 ans de dette, l'a montré, les sociétés humaines, 5000 ans de dette, pardon, dans son livre l'a montré, c'est que la dette primordiale, c'est ce qui donne la vie, ce qui permet de continuer à une société humaine respectueuse d'elle-même et de la nature où elle se trouve. Le quatrième point, c'est qu'il y a une seule vraie dette, donc, et la formule n'est pas de moi, elle est d'un quelqu'un qui n'était pas un extrémiste, de Léon Bourgeois, au début du XXe siècle. Il disait la dette, c'est la dette contractée, la vraie dette, la dette contractée envers les générations passées et qui doit être acquittée envers les générations futures. Donc ça exprime en potentiel d'existence, de bien commun, et pas en monnaie, pas en argent. Et mon ami Lyndon LaRouche, dont on a parlé précédemment, et je pense aller plus loin dans la réflexion, pour lui, une économie, c'est l'accroissement du potentiel de densité démographique relative. Alors ça paraît un gros truc, disons, qui tombe un peu comme une affirmation, pas du tout. C'est qu'une société doit accroître ses capacités d'accueil pour avoir plus d'êtres humains. C'est la reproduction, c'est la vie. Et ces êtres humains doivent être capables de créer et de penser davantage pour pouvoir élargir les domaines où l'homme agit. C'est-à-dire transformer quelque chose qui n'est rien en ressources pour les êtres humains, tout en respectant et en ne traitant pas la nature et les autres comme des éléments passifs, mais comme une dynamique globale de développement mutuel. Alors, évidemment, si
le potentiel pour le futur de la société est supérieur à ce qui est nécessaire pour entretenir la société actuelle, bien c'est bien, parce qu'on entretient ce potentiel. Mais si l'endettement réduit ou annule ce potentiel, c'est-à-dire si on n'a plus ce potentiel pour une société future, et pas même pour entretenir l'actuelle d'ailleurs, à partir de ce moment-là, eh bien, on détruit et la dette devient illégitime. Ça s'exprime en création humaine, en bien commun, et pas évidemment en monnaie. Alors la première question qui m'est posée, c'est quelle force réunir, je l'ai ici, et quelles forces doivent être réunies à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Alors pour cela, je crois qu'il faut bien voir un certain nombre d'images, de constatations, de faits, qui en même temps sont significatifs parce qu'ils traitent ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Voyons ces images. La première. Ça, c'est le bilan total des banques centrales du monde entre 2002 et 2017. Vous voyez une augmentation énorme, alors qu'il n'y a pas d'amélioration de niveau de vie correspondant et qu'il n'y a pas d'augmentation réelle de la production. On était, quand il y avait cette image, à 20 000 milliards de dollars et à 250 000 milliards de dollars de dette mondiale totale, c'est-à-dire la dette publique plus toutes les autres dettes. La suivante. Ça, c'est depuis décembre, les banques centrales achètent de la dette. C'est-à-dire que les États émettent de la dette qui est rachetée à la Banque centrale. Donc, ça fait une explosion de l'endettement. Et aujourd'hui, évidemment, on arrive probablement à 30 000 milliards, c'est plus 20 000 milliards, le bilan des banques centrales du monde, et la dette mondiale, c'est 300 000 milliards. C'est littéralement énorme, et vous voyez tout dans le même sens, surtout la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. Suivante. Donc ça s'est aggravé, le phénomène s'est aggravé, bien sûr. Ça, c'est les dettes publiques qui vont bondir dans tous les pays. Alors, vous voyez, en France, on disait qu'il ne faut pas dépasser 5% du produit intérieur brut. Là, on en est à 115,4%. Vous voyez, dans les différents pays, on a une très forte hausse. Vous voyez que les États-Unis en particulier ont 131,1%, c'est-à-dire plus que nous, et qu'un pays comme l'Espagne a moins, bien qu'on dise ils dépensent trop, ils ont fait des dépenses épouvantables, 113,4. Donc il faut bien mettre les choses en proportion, mais voir que partout cette dette augmente. Les pays sont littéralement étranglés par une augmentation de la dette. La suivante. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'on dit, comme l'a dit M. Tzimel tout à l'heure, Bruno Tzimel, maître de conférence à Paris 1, on dit oui, mais le taux d'intérêt sont négatifs ou égal à zéro, ça ne coûte rien de s'endetter, on peut continuer. Eh bien là, ça montre la baisse des taux d'intérêt en rouge et la hausse de la dette en bleu. Donc, est-ce qu'on peut vivre avec de plus en plus de dettes? Oui, c'est la théorie monétaire moderne. Mais il y a un certain moment où, si on continue à s'endetter, on ne crée pas, on l'a vu, ni production, ni développement réel de la consommation partout. On crée des inégalités. Et en plus, cette dette, certains disent, on ne la paiera jamais et on la laissera comme ça. Eh bien, à ce moment-là, les gens qui auront de la monnaie diront cette monnaie ne vaut plus rien et il y aura une crise de toute la monnaie. Et c'est ça la crise qui est devant nous, même si aujourd'hui, en émettant de la monnaie, ils cherchent à gagner du temps. Alors, deux choses, dans leur propre échéance, dans leur propre système, la monnaie, le doute sur la monnaie, et puis, évidemment, les insurrections sociales à travers le monde. On l'a vu dans deux pays qui ont été particulièrement opprimés par ce système, le Chili et le Liban, mais on le voit aussi en Algérie, auquel s'enchaîne la question du prix du pétrole, et avec la baisse du pétrole aujourd'hui, on verra que la question de la dette est pratiquement insoluble dans le système actuel. La suivante. Ça, c'est très, je pense, extrêmement révélateur. Vous voyez, c'est le pouvoir d'achat en rouge qui baisse et la monnaie en circulation qui, elle, currency in circulation, c'est en anglais, c'est au niveau du monde, le flux monétaire qui augmente. Donc comment se fait-il qu'il y ait une baisse des pouvoirs d'achat et une augmentation de la monnaie? Et ça définit toute l'injustice fondamentale du système.
Ça, c'est en France, donc c'est la dette et le cumul des intérêts de la dette. Vous voyez que la dette française, à partir en particulier de 1990, augmente énormément. Auparavant, on était à environ 20% du produit intérieur brut. Maintenant, on va vers 115 et probablement beaucoup plus avec toutes les flux monétaires qui ont été créés ex nihilo, c'est-à-dire sans base de production, sans base d'enrichissement pour les gens. Simplement, on crée de la monnaie pour entretenir ceux qui ont des dettes. La suite, ceux qui possèdent des dettes, des titres de dette. Alors ça, c'est très intéressant. C'est ce qui s'est passé relativement récemment, c'est-à-dire depuis 2015, où ce système de dette ne peut plus marcher en lui-même avec les banques. Donc les banques centrales interviennent. Et là, en bleu foncé, vous voyez que de plus en plus, la Banque centrale européenne, le système de banque centrale européen qui réunit toutes les banques centrales de la zone euro, elle rachète la dette des pays. Donc vous avez une banque centrale qui rachète la dette émise par les pays. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est un phénomène, ça, récent. Ça, c'est début 2020, donc, et vous voyez, c'est très choquant, c'est la part de la dette des pays de la zone euro achetée par la BCE. Donc, c'est l'Allemagne dont la part de la dette la plus élevée est achetée par la BCE. Évidemment, l'Allemagne, c'est du sérieux. Et vous voyez que la pauvre Italie n'a que 20%, l'Allemagne 31%. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut faire sauter toutes les limites, il faut passer à plus de 33% éventuellement, mais certains disent non, 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 il faut être sérieux, il ne faut pas faire ça. Et il y a un faux débat qui s'est créé sur est-ce qu'on va leur continuer à leur serrer le corset comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'il faut le desserrer un peu pour pouvoir continuer à ce que le système vive. C'est un débat de fous. C'est ce que j'appelle le débat sur la nef des fous. Ça, c'est intéressant parce que c'est la dette publique en France. Et on voit très bien comment on est passé très rapidement, depuis 2015, à Banque Centrale Européenne qui a 20% de notre dette publique. La banque et les assureurs français ont 25%. Donc les ménages détiennent directement une partie de ces dettes à travers l'assurance vie, on en reparlera. Et les investisseurs non résidents, 54%, dont les fonds de pension et les autres agents financiers. Je dois dire que il y a pas si longtemps, ces agents non résidents, les non résidents et les autres agents financiers ne détenaient que 45%, puis ça a passé à 66%, et maintenant on est à 54%, c'est-à-dire la plus grande partie de la dette française est détenue par des étrangers. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, Henri Chafransky, qui dirigeait l'Organisation pour la coopération et le développement, l'OCDE, Jacques Delors, qui était à la tête de la Commission européenne, et Michel Cantu, qui était à la tête du Fonds monétaire international à l'époque, ont décidé qu'il fallait laisser des intérêts étrangers acheter tant qu'ils voulaient notre dette. Et ils disaient comme ça, on amène de l'argent, avec cet argent, on pourra investir. Ben, on a vu qu'on a investi dans rien du tout, on n'a pas développé ce qui devait être développé, et on a laissé rentrer ces flux énormes, et on a accru notre dépendance envers l'étranger sans aucun avantage, aucun bénéfice. D'ailleurs, des Américains du système américain de banque et des Anglais ont dit « Ah, ces idiots de Français font exactement ce qu'on voudrait, eh bien, laissons-les faire, on n'aura même pas besoin de le pousser, de le dire nous-mêmes. » La suivante. Ça, excusez-moi, c'est moins visible. C'est le chiffre officiel sur la dette publique française. Alors, ce qu'on voit là, le plus important, c'est que on voit les non-résidents, c'est toujours les 54%. On voit les banques françaises, les banques résidentes ou celles qui sont en France, 6,7%, on voit c'est peu. Et les assurances résidentes, 18%. C'est-à-dire c'est en grande partie l'assurance vie, et on verra après comment ça se passe. Alors l'État emprunte sur les marchés financiers sous forme d'OAT, les obligations du Trésor, et la dette publique atteignait 2 315 milliards d'euros fin 2018. Bientôt, elle sera à 120% du produit intérieur brut, 2 900 milliards, et la charge de la dette annuelle s'accroît pour nous, et on emprunte pour payer la dette, et c'est pour ça que certains disent, comme le maître de conférence à Paris 1, qu'on emprunte de toute façon à taux zéro, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce qu'on crée une dépendance, et parce que l'argent ne va pas là où il devrait aller, et qu'on impose l'austérité sociale.
Ça, j'ai voulu l'inclure quand même, bien que ce ne soit pas notre sujet, c'est le taux d'endettement des agents non financiers en France. Donc c'est beaucoup, c'est 135,4% du produit intérieur brut au troisième trimestre 2019, et la dette des ménages, c'est 61,1% du produit intérieur brut et 97,4% du revenu des ménages, du revenu. Donc, évidemment, c'est très élevé même à l'échelle européenne. C'est 61,3 en Italie, c'est un peu moins en Allemagne, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus, et au Royaume-Uni aussi. Donc l'endettement de la France est le plus élevé parmi les grandes puissances économiques du continent européen, l'endettement des ménages, mais toujours inférieur à ceux du Royaume-Uni et des États-Unis, où se trouve le centre du système. Et la dernière image, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que ça, de façon comique, ça montre qu'à une autre époque, on avait la même question. C'est au musée de Saint-Germain-en-Laye, c'est l'escamoteur, c'est la personne qui attire l'attention sur quelque chose, par exemple que les taux d'intérêt sont négatifs et que ça n'a pas d'importance, ou que, évidemment, tout le monde fait pareil, ou que ça se passe ailleurs, et on distrait l'attention de ce qui arrive, c'est qu'on est en train de se faire voler. Et vous voyez les personnages qui se font voler, et ils sont volés par la dette. Bien. Alors, maintenant, je dirais réponse à la première question par rapport à tout ça. Mais je crois que c'est très important d'avoir tout ça en tête pour voir comment le phénomène était général. Alors, évidemment, c'est organiser un cartel des débiteurs, c'est-à-dire toutes les victimes d'un endettement illégitime. Alors, il faudra encore qu'entre elles, les victimes définissent ce qu'est un endettement illégitime. Il y a un certain nombre de points qui permettent d'avoir un sens de quoi il s'agit. C'est lorsque la dette est imposée par la force, par exemple, ou lorsqu'on paie des intérêts sur les intérêts, et lorsqu'on en croit en même temps le principal. Donc, ça s'appelle les intérêts composés. Ce qui fait que la dette qu'on doit payer, finalement, et certains ménages surendettés le comprennent, et les pays du tiers-monde aussi, cette dette à payer devient beaucoup plus importante que ce qu'on a pu emprunter. C'est ce qui s'appelle la magie des taux d'intérêt composés. On paye des intérêts sur les intérêts. Puis pour les pays du monde, c'est la dévaluation de leur devise, et on leur dit il faut payer en dollars, il faut payer en dollars, ou en euros, il faut payer. Donc, ils perdent de l'argent et ils doivent, par rapport à leurs propres ressources et à leur propre pays, rembourser dans une monnaie qui devient de plus en plus forte par rapport à la leur, qui devient de plus en plus faible. Donc, il y a un certain nombre de critères pour créer ce cartel de l'ébitteur. C'est les travailleurs chez nous et les consommateurs, victimes de l'austérité sociale, qu'on ait remplacé le revenu qui était légitime par de la dette, et les artisans, les commerçants, les PME, les TPE, les ETI même, les entreprises de taille intermédiaire, qui ont été spoliés et qui le sont chaque fois plus. C'est là que se sont manifestés en particulier les gilets jaunes, et que les gilets jaunes et les travailleurs, la somme des deux, qui parfois se recoupent, parfois pas, sont ceux qui sont spoliés par ce système et qui doivent être un cartel de débiteurs à l'intérieur de notre pays. À l'extérieur, c'est le cartel des pays débiteurs. Alors, pour cela, vous avez actuellement des pays qui réclament justice. Par exemple, au sein de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, on a dit, voilà, les pays du G20 nous ont offert l'annulation des remboursements de la dette, évidemment, pour les 6 prochains mois seulement, 215 milliards de dollars, c'est rien du tout, par rapport à millions de dollars, pardon, c'est millions seulement de dollars, 215 millions de dollars. Et évidemment, il y a un insoutenable fardeau de la dette. On devrait annuler au moins 1000 milliards. Il faudrait un moratoire de répit sur toute la dette pour les pays endettés du Sud et un allègement, une restructuration. Alors, c'est là qu'ils réclament les 1000 milliards. Et une autorité internationale de la dette devrait être créée pour les pays en développement. Autorité internationale de la dette pour les pays en développement, la IDP. Donc, avec des experts indépendants, des créanciers comme des débiteurs. Alors, ça, c'est une chose. Il y a là des alliés potentiels pour nous. Il y a une base à l'intérieur de nos pays et ces alliés potentiels à l'international. Il y a une déclaration du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui nous dit oui, voilà, le G20, lui, a décidé, en plus de ce que j'ai dit sur le FMI,
que suspendre la dette, un moratoire, des pays les plus faibles jusqu'à la fin de l'année. C'est rien du tout. C'est l'aumône qu'on fait dans la rue aux pauvres qui est là pour se donner bonne conscience. C'est rien du tout par rapport au système. Donc, il demande une annulation de la dette, et au moins pour 64 pays. Et ce qu'il dit, très clairement, c'est que pour ces 64 pays, plus de la moitié en Afrique subsaharienne dépensent plus pour payer leurs dettes, et en particulier les intérêts, que pour leur santé publique. Donc, ils ne peuvent pas combattre, par exemple, contre les pandémies. Donc, voilà la force qu'on peut susciter et les pays qu'on peut rassembler. Alors, par rapport à cela, nous l'avons essayé nous-mêmes, notre mouvement, et Lyndon LaRouche, qui était son animateur, avait convaincu José López Portillo, le président du Mexique, en 1982, de lancer ce qu'il appelait la bombe de la dette, c'est-à-dire demander l'annulation de la dette. C'est son discours du 1er octobre 1982 devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et ça avait causé un scandale énorme, surtout qu'on avait dénoncé en même temps qu'il y avait des personnages, des hitman, comme on les appelle, des gens qui sont des véritables tueurs à gages financiers, qui essayent de mettre la pression sur les pays pour qu'ils remboursent la dette. Et il y a un livre de John Perkins écrit en 2004, Confession d'un tueur à gages économique, en disant comment les fonds vautours qui exigent le paiement de la dette et les pays qui exigent le paiement de la dette financent ces véritables tueurs à gages financiers pour obliger par des menaces les pays à rembourser leurs dettes. Donc, López Portillo, le président du Mexique, avait dit cela. Il n'a pas été soutenu par les pays latino-américains qui devaient le soutenir. L'Argentine avait au pouvoir des généraux, et des généraux qui se trouvaient militaires et qui, comme les généraux brésiliens, disaient « mais voilà un démocrate, López Portillo, le président du Mexique, qui le fait. Nous, on est les militaires, on veut être bien avec les pays occidentaux, on ne va pas du tout le soutenir. » Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas soutenu, et ça n'a pas pu marcher. Alors, les Argentins avaient été complètement affaiblis par la guerre des Malouines, qui s'est produite en 1982, où les généraux, de façon aventuriste, s'étaient lancés pour récupérer les Malouines, qui sont les îles Falkland, comme on les appelle les Anglais, c'est occupé par les Anglais. Vous avez Margaret Thatcher a envoyé la flotte, et tout ça avait créé une intimidation générale, une grande intimidation, dans laquelle ces pays n'ont pas soutenu José López Portillo. López Portillo a dit d'ailleurs, le monde serait différent si on avait écouté les sages paroles de Lyndon LaRouche. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut réussir? Que cette expérience qui a failli réussir, qui finalement n'a pas pu réussir, aujourd'hui pourrait réussir. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que la création monétaire a changé depuis. Elle n'est plus utilisée pour l'achat de biens et de services, elle l'était en partie auparavant, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. La création monétaire, c'est pour acheter ce qu'ils appellent des actifs, c'est-à-dire des actions, pour faire monter artificiellement les bourses, l'immobilier et les obligations émises par les pays pour qu'ils continuent à participer à ce système. Donc, aujourd'hui, des pays comme la Russie ou la Chine veulent même faire achètent de l'or pour essayer de trouver un autre moyen que le dollar ou l'euro et vont créer des crypto-monnaies. La Chine va créer un crypto-yuan. Et en Europe, des pays comme l'Italie et l'Espagne protestent eux aussi, sont prêts à aller vers une autre politique et pourraient être nos alliés. Donc tout ça forme une alliance dont j'ai montré toutes les possibilités et tout le potentiel. Et je crois que Marc a des idées aussi là-dessus qu'il va nous faire partager. Alors, que faire de cette alliance? Il faut assainir. Et Roosevelt avait fait le Banking Act de 1933, je l'ai dit et répété pendant ma campagne présidentielle, c'est la séparation bancaire. On sépare les banques de dépôt et de crédit, qui assurent du dépôt et la gestion des crédits, c'est légitime, des banques d'investissement qui spéculent sur les marchés financiers, et des sociétés d'assurance qui, elles aussi, bénéficient de ce système spéculatif. Donc, l'idée, c'est de ne plus du tout venir au secours de ceux qui spéculent. Et dans ce cas-là, toutes les dettes accumulées par ces banques d'investissement qui sont sur les marchés financiers, qui sont les banques de Wall Street et de la City, tomberaient en faillite, parce qu'elles le sont déjà en puissance si elles n'étaient pas
constamment réalimenté par de l'argent qui est en fait maintenant de l'argent public, de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, etc. Mais surtout la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Alors qu'est-ce que ça demande chez nous, cette séparation bancaire? D'abroger la loi 84-46 du 24 janvier 1984, la loi Delors en dessus, et la fausse loi de séparation bancaire de François Hollande et du gouvernement Ayrault, et de revenir à notre système de 1947, qui était la loi 45-15 du 2 décembre 1945, qui prévoyait cette séparation bancaire, et une alimentation par la Banque nationale de l'investissement dans ce qui était utile pour la nation. Nous, on dit non, il faut revenir à cela, il ne faut plus assister les spéculateurs et les joueurs sur les marchés financiers, et il faut annuler leurs dettes de fait, car ils ne peuvent plus puiser sur les marchés de quoi rembourser. Donc, on leur coupe l'accès au marché. Ça, c'est l'idée. Maintenant, il faut réorienter. Assainir ne suffit pas, parce qu'avec les banques de crédit et de dépôt dans les conditions actuelles, elles n'ont pas assez pour assurer un futur. Donc, il faut réorienter. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la Banque centrale européenne, dont je vous ai parlé, et le système européen de banque centrale doit être bien compris. Les banques centrales et la BCE, la Banque centrale européenne, et la Banque centrale des banques centrales, il leur est interdit de financer les États. C'est l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'il y avait avant avec les banques nationales, où les banques nationales donnaient de l'argent au trésor public, qui permettait à l'État de décider en fonction de ce qui était nécessaire pour les citoyens. Qu'ils le fassent mal ou bien, souvent ils le faisaient mal, mais au moins c'était possible. Aujourd'hui, elles ne le peuvent plus. Mais ce qu'elles peuvent faire, c'est racheter aux créanciers d'un État, la Banque centrale européenne, racheter aux créanciers d'un État les titres préalablement émis par ce dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, les pays émettront des bons du Trésor, différents pays, et qui prêtera aux États? Les mégabanques qui achèteront ces bons du Trésor, donc qui feront des bénéfices au détriment des États. Il n'y a plus d'avance de la Banque de France, du Trésor et du Fonds de développement économique et social. Alors, l'État, évidemment, est contraint de passer par les banques maîtrisent notre dette, avec le soutien de la Banque centrale européenne, qui rachète leurs titres de dette qu'elle enterre dans son bilan, et les banques peuvent continuer, bien qu'elles soient dans une situation, disons, plutôt mauvaise si elles étaient dans un système normal. Donc le système de banque centrale européenne et la BCE est connecté aux marchés financiers mondiaux, en plus, à travers l'euro. Et c'est ce circuit financier de la dette qui crée la dette qu'il faut mettre fin. Avec quoi? Avec une banque nationale qui organise du crédit public pour ce qui est le bien commun et l'intérêt du peuple, pas le renflouement des intérêts financiers, comme c'est le cas aujourd'hui. On pourra parler de ce qui a été fait aujourd'hui par la suite. Donc, il faut en finir avec l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais en finir avec les dispositions qu'il applique en France. C'est, comme je l'ai dit dans ma campagne, c'est abroger nos lois du 4 août 1993 et du 12 mai 1998. Celle du 4 août 1993 dit « Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publique. » Donc, ça ne peut plus fonctionner. Il faut s'adresser aux banques privées. Et la seconde interdit au gouverneur de la Banque de France et aux membres du Conseil de solliciter ou d'accepter des instructions du gouvernement ou toute autre personne. C'est ce qu'on appelle l'indépendance des banques centrales. En fait, ce n'est pas une indépendance, évidemment, c'est la dépendance vis-à-vis des banques privées qui sont les sources de crédit pour l'État. Donc, on crée ce système, ce qui fait que la dette s'accumule sur la dette avec la complicité de la Banque centrale européenne et qu'il n'y a pas de source de crédit pour le long terme. Tout se base sur une dette à court et moyen terme, pas pour l'infrastructure physique ou le développement de nos productions. Alors aujourd'hui, comme c'est très grave, Christine Lagarde a dit non, on ne va pas annuler les dettes, mais on va prolonger les dettes dans le temps, ça pourra durer des dizaines d'années. Alors à cela, on répond oui, mais si des dettes durent des dizaines d'années et qu'elles sont illégitimes, le système continue et la prédation monétaire continue. C'est exactement ce qui se passe. Alors on vous dit oui, mais si vous sortez de l'euro, c'est très dangereux, vous allez avoir tout le monde contre vous et vous aurez à avoir payé une dette énorme. Eh bien, c'est faux, parce que
il y a un droit sur l'endettement, ça s'appelle la lex monetae, qui décide qu'un État souverain choisit la devise qu'il va utiliser pour s'endetter. Si un pays sort de la zone euro, les dettes en euros peuvent être converties dans la nouvelle devise, le franc par exemple, du pays, et le taux de conversion sera déterminé par le pays démissionnaire et aucune partie à un contrat ou une transaction ne peut y soustraire. Or, en France, 97% de notre dette est de ce type. Et Jacques Sapir, en 2016, je crois, l'a bien dit, il affirme avec raison que la dette publique émise en droit français doit être remboursable dans la monnaie ayant cours légal en France, ce qui fait qu'on ne pourra pas être sous le chantage d'une autre monnaie. Alors, évidemment, est-ce possible ou est-ce pas possible sans des représailles épouvantables? Alors, vous avez d'abord cette lex monetae, qui est un texte de droit qu'on peut évoquer. Puis, évidemment, c'est nos alliances qui doivent empêcher ces représailles. Et il faut bien les calculer. On ne peut pas sortir de l'euro comme ça d'un seul coup. Il faut rétablir notre souveraineté monétaire, mais c'est une chose qui exige une politique, une stratégie, une vision. Et il faut ces alliances dont je vais parler. Mais si on ne le fait pas, on prend le risque, si on ne prend pas le risque d'un combat, on va dans le mur et on s'écrase sur le mur de la dette de toute façon. Donc il faut quelque chose qui soit une véritable alliance entre pays, et la France doit se battre pour être le catalyseur, l'aspirateur des principaux pays du monde pour ce que nous avons appelé un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire un système où l'industrialisation et le développement des pays autres que les plus grands pays qui détiennent les monopoles monétaires et l'industrialisation et le développement de tout le monde à l'intérieur de ces pays puissent être assurés. Alors on vous dit oui, mais vous voulez créer une banque nationale. Les experts seront peut-être du même milieu, les cousins germains, de ceux qui aujourd'hui se trouvent dans les banques, à la fois à la Banque de France. La Banque de France a un secteur trading dans lequel elle gère même des fonds de JP Morgan. Hein. La Banque de France, elle n'est pas du tout de France. Vous ne voulez pas. Ce n'est pas la Banque de la France. C'est une banque centrale qui a une étiquette Banque de France. Mais il faut créer une vraie banque nationale, une banque de la France. Alors, évidemment, on a l'expérience de 1981 où mon ami Morin, François Morin, a écrit un livre, 81, quand la gauche essayait encore. Quelques leçons à en tirer. Alors, il y en a une qui est tout à fait juste, c'est de dire, si on nomme dans ces institutions nouvelles, dans cette banque nationale, des experts qui seront les cousins germains de ceux d'avant, ou des gens, des énarques du système de l'inspection des finances, de la Cour des comptes en particulier, si on nomme cela, ben, ils feront la même politique. Oui, répond Morin, c'est une étatisation. Mais ce qu'il faut, c'est une nationalisation d'une politique du peuple, pour le peuple et par le peuple, avec des représentants du peuple au sein du conseil d'administration de la banque. Au moins 50% des représentants du peuple. Et un conseil national du crédit qui détermine les orientations dans lesquelles des représentants du peuple doivent participer. Il faut que ce débat soit rendu public. Sous Roosevelt avait été créée une commission Pecora, c'est Hoover d'ailleurs qui l'avait créée au départ de façon, disons, low-key, comme disent les Anglais, prudente et de bas niveau. Roosevelt en a fait une grande commission où on faisait comparaître devant le Parlement, donc le Congrès américain, les banquiers pour qu'ils exposent quelle malversation, quelle turpitude ils avaient fait. Et Pecora vraiment les accrochait très bien. Alors, évidemment, c'est une enquête sur les établissements endettés et incapables de rembourser leurs dettes sans le secours public. Donc, on va mettre fin au secours public et on va faire de la puissance publique vraiment quelque chose qui sert l'intérêt public et l'intérêt commun, l'intérêt général. Donc, ici, on a bien eu des auditions au Parlement au moment de la loi Hollande, mais elles étaient totalement fake, comme on dirait aujourd'hui, faussées, parce qu'on était bien gentil avec les banquiers, et même UVA, qui était le banquier de la Société Générale, a dit cette loi Hollande ne nous gêne pas du tout, elle touche entre 0,75% et 1,5% de nos investissements. On peut continuer à faire ce qu'on veut avec nos clients. Certes, il y a certaines limites de ce qu'on fait pour compte propre, mais on peut faire ce qu'on veut avec nos clients. Donc, il faut une véritable comparution où cette commission doit avoir des pouvoirs d'instruction, elle doit aller voir dans le compte des banques, et de réquisition
elle doit pouvoir dire, si vous ne les donnez pas, eh bien, vous êtes obligé de les donner, c'est l'État qui vous le demande. Donc c'est en ce sens qu'il faut un État fort, mais à condition que dans cet État fort, il y ait les représentants du peuple. Et probablement, moi, ma vision, mais ça c'est une chose qui peut être discutée, c'est qu'il y ait cette commission parlementaire, mais qu'en même temps, on crée éventuellement par tirage au sort, une assemblée de citoyens qui, à son tour et parallèlement, examine les choses. Et que toutes ces discussions, ou au moins la partie principale d'entre elles, soient télévisées et mises sous les yeux de tout le monde. Parce que pour pouvoir se battre, il faut comprendre ce qui se passe. Et là, ça sera mettre au plein jour les choses qui, aujourd'hui, sont dissimulées. Alors, on me dira, les paradis fiscaux. Ben, les paradis fiscaux, oui, c'est vrai, c'est un problème, il faut en finir avec eux. Il faut proposer aux Nations Unies et au G20, publiquement, c'est des choses publiques, que soit déniée toute existence juridique aux coquilles offshore, aux coquilles vides offshore, ouvertes dans les paradis fiscaux, en particulier celles placées sous la protection des États de Sa Gracieuse Majesté, de la Reine d'Angleterre, comme le sont beaucoup, comme les îles Caïmans, les îles Vierges ou autres. Donc, elles doivent être privées d'existence juridique, et dans ce cas, elles ne pourraient plus ouvrir des comptes bancaires dans les banques officielles qui devraient les rayer de leurs livres. Donc ça, c'est une formule assez simple. En Suisse, il y a des gens partisans de cette formule. Là, on n'en parle pas, ça ne fait pas partie du débat. Il faut que ça passe partie du débat et qu'on en parle. Alors, il y a des gens à la Banque centrale européenne qui ont proposé de séparer clairement les dettes du Covid des autres, et elles seraient financées au niveau européen. Alors, on parle de 1000 milliards, de 1500 milliards. D'autres disent encore il faut transformer les dettes existantes. Alors, on déclarerait qu'elles seraient annulées auprès de la BCE à proportion des investissements. Mais les investissements dans quoi? Dans la transition écologique, dans le marché de la transition écologique. Alors on dit 1000, 1500 milliards, c'est Laurence Cialom et Baptiste Bridonneau, qui par ailleurs sont pour la séparation bancaire, mais qui parlent de cette séparation aboutissant à l'écologie. Et tous ces gens-là ne touchent pas au fond du problème, qui est qu'est-ce qu'une dette, à partir de quand elle est illégitime, comment tout un système doit en être délivré, et qu'on ne peut pas, à l'intérieur de ce système, lancer des opérations qui, certes, atténueraient les choses à court terme, mais qui ne feraient rien pour remettre en cause l'orientation générale. Alors, pour conclure, je dirais que l'alliance entre peuples pour le développement mutuel doit être faite, un nouveau Bretton Woods. C'est l'intention de Roosevelt et dans une certaine mesure aussi de De Gaulle, mais évidemment, elle a été dévoyée par leurs conseillers et par ceux qui ont suivi. Et Lyndon LaRouche a fait toute une réflexion, je l'ai faite avec lui d'ailleurs, toute une réflexion sur ce qui aurait dû se passer à cette époque, qui ne s'est pas passé, et qu'aujourd'hui, en faisant beaucoup mieux que voulaient faire ces gens-là, remettre sur le métier notre ouvrage et réunir les peuples du monde et les consommateurs dans notre pays, tous les gens qui ont été trompés et à qui on n'a pas donné les revenus qu'on pouvait donner, qui s'allient pour un changement. Donc ces refus d'une dette qui a été doublement corrompue par la violence, et c'est les gens qui ont imposé cette dette, y compris par les armes, et les tueurs à gages, comme disait John Perkins sur la dette, et par les mathématiques, c'est-à-dire le système d'intérêt composé. Alors, voilà, c'est pas un changement d'homme, fondamentalement, qu'il faut, il le faut, hein, mais c'est pas un changement d'homme qui suffira, c'est un véritable changement de régime. Et ça, c'est le message que j'ai toujours essayé de communiquer. Ils n'ont pas su, cette fois-ci, nous protéger ni contre la pandémie sanitaire, ni contre la pandémie financière, donc ils doivent partir. Mais est-ce qu'il faut dire dégage, dégage? Non, c'est pas suffisant. Il faut que nous nous qualifions pour les remplacer, et les remplacer très vite, pour que ce ne soient pas des gens de ce système qui a été entretenu, qui prennent leur place et qui, sous de belles paroles, fassent à peu près la même chose avec la même orientation qu'eux. C'est notre tour, et c'est notre tour pour penser en termes des deux choses, ce que j'ai mentionné au début, le potentiel de densité démographique relative, c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour pouvoir accueillir plus d'êtres humains sur Terre et dans quoi on doit investir pour le faire, et la densité du flux d'énergie et de technologie, c'est-à-dire comment faire pour produire plus, éventuellement en appliquant de nouveaux principes physiques, de nouvelles inventions et des applications technologiques, mais que ce soit déterminé non pas par des élites corrompues
acquise aux financiers, mais qu'elle soit déterminée par les institutions du peuple, par-delà un régime politique actuel que Julia Cagé, par exemple, a bien montré, où ceux qui ont beaucoup d'argent gagnent, puisqu'on peut dépenser pratiquement autant qu'on veut aux États-Unis et beaucoup, beaucoup en France, et il y a un système politique qui soit organisé pour permettre à tous ceux qui représentent une vie politique, une vie associative, de s'exprimer. Et ça, je crois que c'est le défi ultime pour une politique de crédit légitime qui soit pour le bien commun et l'intérêt général et qui suppose du moratoire et de l'annulation de dettes.